Bienvenue Karima dans ce magnifique TER des Pays de la Loire pour ce premier tour des Pays de la Loire virtuel et magique. Voilà, ravi de t'accueillir, une petite carte de la région et des TER dans la région pour te repérer ici. Et puis on a affrété un TER entier pour t'accueillir aujourd'hui dans les Pays de la Loire. C'est à bord de ce train qu'on va se balader dans les 5 départements de la région, de cette belle région. Regarde comme ils sont beaux nos TER ici. Écoute, je te propose qu'on s'assoie ici. Je te laisse la place à la fenêtre, évidemment, pour que tu puisses voir nos beaux paysages. Et puis, on s'installe confortablement pour ce beau tour magique et virtuel des Pays de la Loire. Bonjour à vous toutes et à vous tous. C'est un plaisir de partager ce premier tour en région avec ce TER virtuel. Vous l'avez vu et vous voyez que nous accueillons ici pour ces 2 heures avec vous en direct sur les réseaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Twitch. Et tout ça sera évidemment disponible en replay dès cet après-midi. On a le grand plaisir d'accueillir la future présidente de la région des Hauts-de-France, Karima Delli. Karima, bienvenue en Pays de la Loire. Merci à vous pour cette invitation et merci d'inviter la présidente de la commission de transport au sein du Parlement européen en cette année européenne, justement, du train, du rail. Et ben, c'est un plaisir de faire le tour de votre région avec le train. Oui, parce qu'on avait prévu ce déplacement il y a une quinzaine de jours parce que Karima Delli a réussi dans les Hauts-de-France cette union des écologistes et de la gauche, ce grand rassemblement qu'on espère réussir aussi ici en Pays de la Loire. Et effectivement, c'est un plaisir de t'accueillir dans ce TER. On travaille beaucoup ensemble avec Karima Delli, elle en tant que présidente de la commission transport au Parlement européen. Moi, en tant que député engagé sur ces questions-là à l'Assemblée, on a beaucoup travaillé ces dernières années. Et Karima Delli fait partie de celles et ceux qui ont poussé, qui ont obtenu notamment la relance du train de nuit, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais aussi de grands progrès sur ces thématiques-là à l'échelle européenne. Et fier de porter bientôt avec elle, en tant que président et présidente de région, ces sujets-là. Je crois, après, tu nous en parleras, mais après les dégâts qui ont été faits par Xavier Bertrand sur le train et sur les petites lignes en Hauts-de-France, ravi de t'accueillir ici. Alors, je vous donne un peu comment ça va se passer ce matin. S'il n'y a pas de bug technique, tout a bien marché à la répétition hier soir. Mais là, je vous fais la version si tout marche bien. Si tout marche bien, on va prendre avec Karima notre TER. On est d'ailleurs déjà dans ce TER virtuel et magique. Et on va se balader dans les 5 départements de notre belle région des Pays de la Loire. Et on va à chaque fois aller rencontrer des acteurs de terrain, nos têtes de liste départementales, sur des thématiques qui sont au cœur des préoccupations. On ira d'abord en Loire-Atlantique, sur les territoires zéro chômeur de longue durée, notamment pour les quartiers populaires. Et donc, ce sera notre première étape. Sur chaque étape, on va rester à peu près un petit quart d'heure parce que après, notre TER n'attend pas, hein, il démarrera, qu'on soit dedans ou pas, qu'on soit remonté dedans ou pas avec Karima. Donc, première étape en Loire-Atlantique. Ensuite, on ira à Dampierre-sur-Yon, en Vendée, parler commerce et artisanat avec des acteurs locaux, parce que effectivement, comment on sort de cette crise pour ces petits commerces, pour l'artisanat qui sont au cœur de nos territoires, c'est un deuxième temps fort. Ensuite, on reprend le TER et nous irons à Angers rencontrer des livreurs Uber Eats & Co à vélo et avec la CFDT pour échanger sur la protection sociale et ce que peuvent faire les acteurs locaux publics pour accompagner ces livreurs en vélo. Puis, nous irons en Mayenne, dans une ferme, chez un éleveur bovin pour discuter là aussi de ces sujets essentiels que sont l'agriculture et l'alimentation. Et on finira au Mans, dans la Sarthe, rencontrer les associations de jeunesse sur la question de la précarité alimentaire des jeunes. Notre région est aussi très touchée. Voilà un peu. Et puis, dernier temps fort, une première mondiale, là aussi. Karima Delli va nous faire une masterclass de 10 minutes tout à l'heure. Comment réussir l'union
des écologistes et de la gauche au régional en 10 minutes. Ce sera une masterclass pour finir cette matinée. Voilà, Karima, est-ce que le programme te convient comme ça? Eh bien, allons-y, ne perdons plus de temps. C'est enivrant, je pense qu'on va faire de très belles rencontres surtout. Voilà. Voilà, alors on aurait bien aimé pour cette première séquence vous amener sur un des territoires zéro chômeur de longue durée déjà actifs dans la première phase d'expérimentation. Il y a 10 territoires en France, vous le savez. Malheureusement, notre région n'était pas du tout assez volontariste sur cette expérimentation. Donc, on n'a pas dans les 10 premiers territoires zéro chômeur de longue durée, il n'y en a pas en Pays de la Loire. Et c'est bien dommage. On a 6 projets qui sont en cours d'élaboration grâce aux acteurs de terrain. Mais donc, on va se retrouver tout de suite. Notre première étape à Nantes. Je passe la parole à Noam Léandri. Noam Léandri, c'est à la fois l'ancien président de l'Observatoire des inégalités et c'est aujourd'hui, on en est très fiers, le porte-parole régional de notre campagne. Noam Léandri, je te passe et je vous passe la parole. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Alors plus exactement, je vais d'abord céder la parole à Franck Nicolon, qui est la tête de liste départementale, qui va nous introduire cette petite séquence. Bienvenue Karima et Mathieu, Degemerbat, Karima à Mathieu. Bienvenue, vous êtes dans le cœur économique et administratif de l'ouest de la France, à Nantes, qui est aussi la capitale régionale du Pays de la Loire, et la cité des Ducs de Bretagne. La Loire-Atlantique, ce sont 600 000 emplois. Et pourtant, depuis un an, ce sont aussi 5% de demandeurs d'emploi en plus. Alors, c'est depuis un an, tout le monde, évidemment, en France, connaît la crise, mais je vais vous donner 3 chiffres. 40% de ces demandeurs d'emploi sont des demandeurs d'emploi de longue durée. 24% touchent le RSA, et ils sont en augmentation de 20% depuis un an. Donc nous, au Conseil régional, en tant que groupe écologiste et citoyen, nous avons fait la proposition dès le mois d'octobre 2020 à la majorité de droite et bien, de lancer des expérimentations de territoires zéro chômeur de longue durée, puisque, comme l'a dit Mathieu, il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui à l'état de projet dans les Pays de la Loire. Refusé par la présidente Christine Morancet, malgré tous ces projets. Donc, Judith, comment faire si nous arrivons demain aux commandes de la région? Déjà, bonjour et surtout, bienvenue Karima, ça faisait un certain temps. Et je suis ravie de te retrouver dans les Pays de la Loire et surtout dans ce train, en attendant de faire un voyage en train de nuit avec toi, voilà, un TER magique et virtuel en Pays de la Loire. Donc, je rappelle, comme le disait Franck, que là, on a cette singularité en plus dans les Pays de la Loire, que l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée est basée ici, à Nantes. Mais malgré ça, paradoxalement, aucun des 8 et donc plus 2 par rapport à ce que tu as annoncé, Mathieu, c'est 8 candidats qui ne sont aujourd'hui toujours pas labellisés par rapport à ce programme. Et pourtant, 40% des activités des territoires zéro chômeur sont et pourraient être des emplois verts. Et potentiellement, sur l'ensemble de la France, on a été calculé que 1 million d'emplois verts pourraient être pourvus, et en l'occurrence 500 000 dans les Pays de la Loire, ce qui est une forte progression et surtout une très belle proposition. Et alors, pourquoi les territoires zéro chômeur? Comment ça marche? Rapidement, pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le concept, c'est assez simple finalement, c'est une question d'impact. Aujourd'hui, l'État verse 18 000 € par emploi créé dans ces entreprises à but d'emploi, c'est-à-dire sans faire de bénéfices. L'objectif, c'est bien créer de l'emploi pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. On active des dépenses sociales, finalement, c'est au lieu de verser une allocation chômage ou un RSA ou d'autres formes d'aide, on va verser un salaire à des personnes qui seront en CDI, qui vont pouvoir avoir des projets, qui vont pouvoir consommer localement. Et l'impact positif, il est
de 24 000 € par emploi sur le territoire pour l'État, puisque c'est des dépenses qu'on ne va pas faire, et même il y a des impacts positifs, c'est-à-dire en général moins de problèmes de santé, des enfants qui à l'école réussissent mieux, il y a tout un écosystème positif qui se crée, et c'est ça qu'on veut soutenir aujourd'hui dans la région, avec un soutien qui sera non seulement financier, on va apporter une aide à l'investissement, parce qu'aujourd'hui l'État ne couvre que les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire le fait de pouvoir verser les salaires, mais il faut au début investir, généralement dans du matériel, dans des ateliers, dans différents types d'équipements. Et donc ça, c'est ce qu'on veut proposer, nous, pour la région, de soutenir concrètement. Et alors, il y a des très beaux exemples qui se passent pas très loin de chez nous, et ça, je laisse assez à présenter l'exemple de Moléon. Voilà, merci. Donc, moi, je suis Pascal Amo de Saint-Nazaire, et donc très, très contente aussi de participer à ce train virtuel. Bonjour Karima, bienvenue à notre tour des Pays de la Loire. Moi, je suis née à Moléon, donc dans les Deux-Sèvres, et c'est un territoire où cette expérimentation a été menée il y a 2 ans, elle continue. Il y a 75 personnes qui ont bénéficié de ce territoire zéro chômeur à Moléon, et je n'ai que des retours positifs. J'ai des témoignages de gens qui disent « ça m'a redonné le sourire, ça m'a redonné confiance en moi », et dans des expérimentations d'emploi d'économie circulaire, le réemploi de vêtements, le réemploi de fenêtres, donc qui ne sont pas en concurrence avec les entreprises locales, mais complémentaires et totalement liées au tissu associatif de Moléon, qui est une commune rurale de 8 000 habitants, mais où l'expérimentation fonctionne et donne toute satisfaction. Voilà, c'était un témoignage que je voulais donner aussi. Dans le cadre de cette campagne, il faut aussi savoir tirer les bonnes leçons des expérimentations qui sont menées sur les autres territoires. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se rencontre. Voilà. Bonne journée. Voilà. Vous le voyez, cher Karima, cher Mathieu, dès le mois de juin, nous sommes prêts à faire une priorité de ces projets territoires zéro chômeur de longue durée, parce qu'ils correspondent à des besoins et des attentes fortes sur les territoires de notre région, en termes d'emploi vert et en termes aussi de restauration, on va dire, du lien social, de l'estime de soi, et puis aussi, évidemment, pour la santé économique de notre région. Ouais, c'est bon. Merci beaucoup à vous 4, beau trio. Karima, je te propose de réagir. Attendez, on reste avec vous. Merci de vous engager sur cette problématique qui est centrale. Parce que justement, vous montrez à quel point, souvent, quand on est dans une période de long chômage, on perd sa propre dignité. Sa propre dignité, et vous vous dites, bah, personne n'est inemployable. Vous dites, bah, il y a de l'argent, on est là dans la capacité de montrer qu'on est capable de créer des emplois, mais surtout bah, de dire que chacun a son niveau, chacun a ses compétences. Donc, c'est ça qui fait société. Les territoires zéro chômeur sont avant tout de redonner un droit à l'emploi pour toutes et tous. Et la dernière chose que je dois vous dire, merci de rappeler cette ambition de quel type d'emploi. Des emplois qui sont nécessaires à votre territoire. Alors souvent, on les appelle les emplois verts, mais ceux qui nous regardent, les emplois verts se déclinent partout. C'est dans le logement, ça peut être dans les transports, ça peut être dans l'agriculture. Il y a ce thématique, moi, que j'adore, et on en parlera durant notre petit trajet, Mathieu Orphelin, c'est la question du tourisme, notamment local et de proximité. Vous êtes en train de montrer, justement, que ce droit à l'emploi accessible à tous, il existe. Et une dernière chose, c'est que je considère que votre priorité, comme nous, on l'a fait au niveau du Nord, puisque notre slogan, c'est pour le climat et pour l'emploi, de montrer que nous ne sommes pas tous dotés des mêmes capacités, nous n'avons pas tous un bac plus 10, nous n'avons pas tous, quel que soit l'endroit où nous avons grandi, quel que soit l'endroit où nous avons été formés, ben vous faites une place à tout le monde. Et je voudrais vous dire merci pour ça. Des territoires qui mettent au cœur les citoyens et les citoyennes et qui ne font pas justement ce que vous dites très bien. Il y a quelqu'un qui a parlé des inégalités sociales. Et ben vous en faites justement plus un problème, mais vous apportez la solution. Donc, merci à vous.
On voit bien effectivement comment écologie et emploi et économie et solidarité vont de pair. Et c'est ça qui est génial dans ces expérimentations territoire zéro chômeur de longue durée, comme dans les expérimentations territoire emploi vert. On veut là effectivement d'abord redonner de l'estime de soi aux gens, montrer, comme Karima Delli l'a dit, que personne n'est inemployable. Pour la petite histoire, les territoires zéro chômeur de longue durée, ils sont nés ici, en Pays de la Loire. Je salue Patrick Valentin qui a inventé le concept et qui est angevin. Il faut peut-être un peu qu'on soit chauvin ici. J'avais peut-être une question pour Noam Léandri et nos amis à Nantes. Est-ce que vous pensez, moi j'y crois beaucoup, mais qu'on pourrait développer, parce que notre mesure, elle est claire, hein, la mesure de notre programme, elle est le conseil régional, notre majorité, soutiendra tous les territoires de la région qui veulent s'engager dans des démarches de ce type. C'est clair, c'est net. La majorité actuelle n'y croit pas. C'est un choix politique. Nous y croyons fort. C'est un choix politique. Ma question pour Noam Léandri et les autres, est-ce que vous pensez qu'on peut dupliquer ces démarches-là sur des quartiers prioritaires de la ville? Parce que les expérimentations et les projets en cours sont plutôt sur des zones rurales, semi-rurales, semi-urbaines. Est-ce que ça peut s'adapter et comment à des zones, à des quartiers prioritaires de la ville? Alors, le concept de territoire zéro chômeur s'appuie sur des entreprises à but d'emploi. Donc, on peut effectivement, Mathieu, comme tu le dis, créer ces entreprises à but d'emploi dans des quartiers prioritaires de la ville et adapter effectivement le contenu de l'activité de ces entreprises à ce qui sera nécessaire et utile sur le quartier, sur le territoire qui serait couvert. Mais typiquement, on a des beaux exemples. Je vais citer l'exemple à Saumur. L'idée, ça pourrait être, dans le Saumurois, y compris pourquoi pas dans les quartiers prioritaires de la ville, de créer une entreprise qui recyclerait les bouteilles de verre qui servent à vendre du crément. C'est-à-dire que les bouteilles de crément qui coûtent cher à fabriquer, on les laverait et on les remettrait en circulation. Donc ça fait partie des choses très utiles. Il y a d'autres actions qui sont plus sociales aussi, typiquement, pour faire le lien avec le territoire. Il n'y a pas de crous, il n'y a pas de restaurant universitaire sur Saumur pour les étudiants qui sont en études sur Saumur. Donc là, typiquement, cette entreprise à but d'emploi, ce territoire zéro chômeur, pourrait consister à fabriquer des repas qui seraient distribués ensuite aux étudiants. Donc il y a plein de bonnes initiatives, mais il y en a aussi beaucoup à Nantes, évidemment. Et merci d'avoir fait la publicité pour les créments de Loire qui valent bien des champagnes et qui sont moins chers. Karima, un dernier mot avant qu'on remonte dans le TGV. Il nous reste 1 minute avant, dans le TGV, dans le TER, pardon. Non, mais juste pour les quartiers prioritaires et les quartiers un peu populaires, je pense que c'est le regard qu'on porte aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où on habite, c'est important aussi d'avoir la même porte d'entrée. C'est ce qu'on appelle la République. C'est important de montrer que quel que soit l'endroit où on vit, c'est pas l'endroit, c'est qu'est-ce qu'on nous propose. Alors, je voudrais vous remercier parce que quelqu'un tout à l'heure a dit aussi l'accompagnement. C'est dur de rester parce que quand on parle de longue durée, souvent on parle de 1 ou 2 années quand même. Et donc, on se sent un petit peu amoindri. Là, votre dispositif, c'est de l'insertion aussi, c'est de l'accompagnement et c'est gagnant-gagnant. Et merci aussi, de travailler avec toutes les belles associations qui sont sur votre territoire et qui sont des expérimentations incroyables. J'ai eu l'occasion de parler avec ATD Carmonde qui fait un travail exceptionnel, qui accompagne les gens qui sont sortis depuis très longtemps. Toutes ces associations qui sont sur votre territoire et elles demandent que ça, travailler avec vous et faire en sorte que ce soit des paris gagnants dans l'avenir. Ne laissez personne au bord du chemin. Merci à vous, en tout cas, les copains. Merci à notre tête de liste. Merci à vous. Merci à Franck Nicolon, notre tête de liste. Pascal Hameau, Judith Leray, qui sont candidates en 44 également. Et puis le porte-parole, Noam Léandri. On vous quitte, on remonte dans le TER. Allez. Voilà, on y est. Ciao. On est dans le TER. T'es bien installé, Karima, d'ailleurs? Tout va bien? Ça va, c'est bien. Par rapport au TER Hauts-de-France? Les vôtres sont très confortables, donc il faut que je m'en inspire. Ils ont été commandés du temps du rassemblement et de l'union de la gauche et des écologistes sous le mandat d'avant. Aujourd'hui, on a une majorité de droite à l'Assemblée, à la région. On parle un peu tourisme. On parle un peu tourisme. Comment tu vois le tourisme en Pays de la Loire, toi? Comment tu... Alors, très simplement, il faut que vous sachiez que le tourisme, c'est le premier grand acteur économique en Europe, en France, mais sur les territoires. Le problème que nous avons aujourd'hui avec le Covid, c'est qu'on ne pourra plus voyager comme on l'a fait.
C'est-à-dire, aujourd'hui, de prendre des avions et d'aller au l'autre bout de la Terre, ce ne sera plus possible en termes d'impact climatique et aussi en termes, justement, de choix, parce que les gens ont décidé de regarder autrement le tourisme. Donc, on va plus parler de tourisme local, de proximité. Et vous savez quoi? Dans les pays de la Loire, l'exotisme en bas de chez soi. C'est-à-dire que on va ouvrir les yeux et les oreilles. On va regarder ce qui se passe dans les départements, alors qu'on n'a parfois jamais mis les pieds dans l'autre département à côté de chez nous. Et on va trouver vraiment des bouquets, ce que moi j'appelle les bouquets, notamment d'un tourisme totalement nouveau. Et vous, les Pays de la Loire, ce qui est exceptionnel chez vous, c'est que vous avez une histoire. On a parlé des ducs tout à l'heure, mais vous avez des châteaux, vous avez la Loire, vous avez une gastronomie et des vins surtout. Je regarde Mathieu Orphelin qui les connaît bien. Et en tout cas, vous avez une exceptionnelle, vraiment vitrine qu'il faut valoriser. Mais pour ça, on ne peut pas faire du tourisme en voiture en général. On regarde le tourisme, les touristes, ils aiment la marche, ils aiment le vélo, ils aiment partager aussi les côtés totalement nouveaux de ce tourisme. Ça veut dire qu'ils veulent aussi être accompagnés et ça crée aussi des emplois locaux non délocalisables. Ouais, c'est tout à fait, et c'est ce tourisme local qu'on veut évidemment renforcer. Tu parlais de marche à pied, vélo, et effectivement, on a des très beaux itinéraires, la Loire à vélo, qu'on fera ensemble, Karima. On a aussi la Vélocéan qui fait tout le littoral, et on avait l'un des plus gros points noirs en vélo. On a l'un des plus gros points noirs en vélo, qui est le pont de Saint-Nazaire. Si tu le prends en vélo, là, je peux te dire que tu as une chance sur deux, malheureusement, d'avoir un accident. Donc, une des mesures qu'on porte avec Pascal Amo, que tu as vu tout à l'heure, on a pris l'engagement ferme. Dès notre arrivée, on lancera les études et on cofinancera la réalisation d'un bac vélo, piéton et PMR pour aller de Saint-Nazaire à Saint-Brévin. Ce sera en plus déjà une croisière locale. Je nous vois déjà, Karima, prendre ce bac avec nos beaux vélos et de se dire, voilà, on est au bout du monde. Tandem. On fera le tandem. Alors, si ça te va, on est en train d'arriver à Dampierre-sur-Yon. C'est ce TER magique qui nous a transféré en 2 minutes de Nantes à Dampierre-sur-Yon. On rejoint Lucie Etonneau. Lucie Etonneau, ce sera l'une des grandes voix de l'écologie dans les années à venir. Et donc, ravi, c'est notre tête de liste vendéenne. Ravi, Lucie, que tu nous accueilles dans ton Dampierre-sur-Yon local. Tu habites là-bas. À toi et à tes invités, bonjour à vous. Bonjour Lucie. On n'entend pas Lucie pour l'instant. Vous n'entendez pas. C'est bon, on t'entend. Bon. Ok. Donc, ce que je disais, c'est qu'on vous a récupéré à Belleville-sur-Vie, qui est à 7 minutes de Dampierre-sur-Yon, et qui vous a emmené ici, qui est l'atelier idéal. C'est le showroom où 4 artisans exposent leurs travaux et accueillent leurs clients. Donc, je suis avec Laurence Jo, qui est couturière ici et qui est également élue à la Chambre des métiers de l'artisanat, et Tarek Sarouche, président du syndicat hôtelier et restauration l'UNI, l'Union des métiers et de l'industrie de l'hôtellerie, qui sont avec nous pour nous parler effectivement de comment préserver nos emplois locaux et non délocalisables dans l'artisanat et dans le commerce. Du coup, je vais commencer avec Laurence sur la situation des artisans, sur les difficultés liées à la crise que nous traversons et sur les attentes que vous avez dans le monde de l'artisanat. Alors, bonjour à tous. Donc dans l'artisanat, il y a pas mal d'activités qui fonctionnent bien, notamment dans le bâtiment. Les clients sont restés chez eux et donc ont vu qu'il y avait plein de choses à améliorer. Donc ça donne pas mal d'activités. La question après, c'est quid de la sortie de crise? Est-ce que les gens continueront à appeler les artisans? Ensuite, il y avait d'autres questions. Si dans la période actuelle, quel rôle joue la chambre consulaire? Est-ce que vous êtes aidé et soutenu? Oui, la chambre consulaire donc, soutient bien ses artisans.
les appels, savoir sur les différentes périodes de confinement à appeler pour soutenir moralement. Et puis dernièrement, il y a eu également une action, par exemple, sur les outils numériques, puisque évidemment ça s'est énormément développé. Donc pour faire des bilans, des diagnostics. La chambre consulaire est une bonne aide pour tous ces artisans vendéens. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'action sociale qui est menée au niveau des chambres, elle reçoit 4 fois plus de demandes qu'en temps normal l'année dernière. Et aujourd'hui, il y a plus de 3 mois de retard sur le traitement des dossiers pour les aides sociales. Dans les différents points qu'on a pu aborder, qu'on n'aura pas le temps de tout développer ce matin, ce que tu me disais également, c'est qu'aujourd'hui, la situation des artisans, elle est très diverse en fonction de comment ils sont installés, avec quelles activités, et que du coup, ils n'ont pas accès à toutes les aides. Non. C'est un petit peu compliqué. Par exemple, moi, j'ai une collègue couturière qui fait du sur-mesure, qui donc est obligée d'être directement. Contrairement aux autres collègues qui font de la retouche, qui elles restent. Alors après, elles peuvent, celles qui sont ouvertes, ça va. Celles qui sont fermées peuvent recevoir les indemnités, mais c'est pas très simple parce que la coordination entre la DGFiP et l'URSSAF et des textes, c'est pas simple. Donc, elle n'a pas réussi à avoir d'indemnité encore. Donc, on voit toute la complexité en fait des aides, et du coup, nous, ce que nous proposerons demain en responsabilité, c'est vraiment de construire des dispositifs qui soient sortis de crise Covid, qui soient spécifiques aux artisans, mais également aux commerçants, et qui permettent en fait de combler tous les trous dans la raquette, et notamment d'aider ta collègue couturière qui aujourd'hui ne bénéficie pas d'aide, puisse bénéficier d'aide, même si elle n'est pas dans les radars des dispositifs nationaux. Et l'autre proposition, c'est vraiment de se dire qu'on profite de cette période, donc là tu l'as souligné, on profite de cette période pour s'améliorer avec les outils numériques, mais aussi demain de proposer des diagnostics pour que les artisans puissent éventuellement se réorienter leur activité vers des emplois de demain qui sont liés aussi à la transition écologique. Et ça, il faut aussi accompagner, et c'est une période propice. Alors, est-ce que Karima, dans les Hauts-de-France, vous avez des idées aussi pour accompagner les artisans ? Oui, les artisans, chez nous, vivent la même situation que vous, avec toujours quand même un petit volet qu'il va falloir renforcer dans les années à venir, c'est une valorisation de l'artisanat. Ce sont des métiers qui sont locaux, qui ne sont pas délocalisables, mais c'est une plus-value pour connaître les territoires. Vos artisans ne sont pas forcément les mêmes que les nôtres parce qu'on a une culture différente, et c'est tant mieux. Mais c'est votre plus, donc il ne faut pas juste le faire rayonner à l'échelle de votre région. La région qui sera portée par Mathieu Orphelin et l'ensemble de son équipe va montrer que justement toutes vos propositions d'artisans et aussi votre créativité doit sortir et doit faire un rayonnement français, mais aussi demain, j'espère, un rayonnement européen, parce que c'est votre travail et qui est unique. On ne remplace pas du jour au lendemain comme ça les artisans. La deuxième chose, donc nous, on va montrer à quel point il va falloir réellement revaloriser, reconnaître ces métiers, parce que ce sont aussi des métiers d'avenir. La deuxième chose, c'est que les artisans ont souffert réellement du Covid et ils se sont retrouvés, souvent ce sont des entreprises familiales. Il ne faut pas l'oublier. Et donc nous, sur ces questions de trésorerie, nous sommes en train de réfléchir pour tout de suite les aider. Parce que comme vous avez dit, madame, j'ai oublié votre prénom, excusez-moi. Laurence, vous avez parlé, vous avez dit un mot qui est important. Vous avez dit, mais on ne sait plus, il y a une complexité des aides, on ne sait plus, etc. C'est la raison pour laquelle les conseils régionaux, demain, doivent mettre en place ce qu'on appelle un bureau, un guichet, notamment pour l'ingénierie financière. Vous amenez justement vos documents et on a des gens qui sont prêts à vous aider sur toutes les questions techniques parce que vous n'avez pas ni l'argent, ni le temps d'embaucher quelqu'un qui fasse juste cette partie administrative. Et ça, c'est très important de vous accompagner. Et surtout, après, la dernière chose, tu as raison, ma Lucie. Bonjour, Lucie. Le volet numérique. Le volet numérique, c'est-à-dire que ça doit pas être une contrainte, ça doit être un levier. Et donc, président Mathieu Orphelin, de toute manière, je veillerai parce que c'est un levier d'action pour le tourisme et j'ai hâte de vous entendre, monsieur, sur le tourisme.
je ferai attention sur que justement cette part du numérique soit un gros levier d'action pour les artisans qui parfois, malheureusement, n'ont pas toute la technicité. Donc, il faut aussi vous former sur ces questions-là. Voilà. On l'a vu, il y a des régions où il y a des expériences de plateformes régionales, de Oui, vente en bien ligne, sûr. etc. Nous, on est très mauvais en Pays de la Loire. La présidente de région, elle se contente de financer des campagnes sans cohérence globale et en même temps en favorisant l'Amazon sur les territoires. Voilà, donc on est vraiment, je passe vite, mais là, sur un axe qu'on veut vraiment renforcer le soutien aux commerçants, aux artisans. Et aussi, on a bien noté dans ce que nous a dit Madame Jo, il faut que ce soit simple. Et pour les entreprises comme pour les associations, on prendra un engagement de dossier zéro paperasse. On va essayer de tout simplifier parce que depuis 5 mois qu'on est sur le terrain, j'ai tant entendu d'entreprises me dire on ne demande plus tel type d'aide parce que les dossiers sont trop compliqués et des associations nous dire on passe la moitié de notre temps à demander des subventions et à remplir des dossiers pour justifier nos actions. On perd du sens. Lucie, je te repasse la parole. Je passe la parole à Tarek Tarouche, pour le représentant des métiers du commerce, des commerçants et de l'industrie hôtelière, pour une situation où certains sont à l'arrêt. Quelles sont vos attentes? Je sais que vous êtes en dialogue permanent avec l'État et les collectivités pour notamment préparer cette sortie de crise. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendiez bien. Ça va? Très bien, merci d'être là avec nous. Merci. Je suis nouvellement élu, donc j'ai vraiment pas choisi la bonne période, mais il faut assumer des responsabilités aujourd'hui. Je vais pas vraiment vous parler des aides, des réclamations de toutes sortes que vous connaissez, vous avez connues. Je vais vous parler d'hommes et de femmes. Là, aujourd'hui, ce métier-là, il est composé essentiellement de femmes et d'hommes qui sont là, qui sont tristes, qui perdent aujourd'hui vraiment l'espoir dans leur métier, qui est plus une vocation qu'un métier. Hein. Vous savez très bien, un cuisinier a un rythme de vie qui est vraiment en dehors de ce qu'on peut imaginer, sa façon. Mais sa vraie compensation, c'est vraiment de donner plaisir, de faire plaisir à ses clients. Donc, je vais vous parler de tous ces gens-là, et ces gens-là m'appellent aujourd'hui. Ce n'est pas mon rôle. On n'arrive pas à trouver vraiment le créneau pour lequel ou avec lequel on va pouvoir aider ces gens-là. C'est surtout moralement. Donc, ils nous... Ils m'appellent, j'essaye de les écouter, d'être dans l'empathie, d'être un petit peu aussi dans le conseil, mais le conseil sans heurter leur sensibilité, etc. Et Tarek, tu me disais qu'il y avait une crainte qui se profilait, c'était sur le remboursement des prêts garantis par l'État, qui vont commencer, les échéances vont commencer à arriver, même s'il y a des possibilités de repousser l'échéance. Et ça, c'est une inquiétude forte qui est partagée dans le secteur. Ah ben, c'est une inquiétude parce qu'on n'a pas attendu le PGE, le prêt garanti par l'État, pour connaître les emprunts. On est déjà endetté, ça veut dire qu'on va rembourser doublement. Et donc, dans notre négociation avec la Fédération des banques, on a dit qu'il fallait prendre ça en considération. Ce qu'on a envie aujourd'hui de donner, c'est vraiment l'espoir à ces gens-là, leur dire qu'on préserve l'outil de travail, certes, aujourd'hui, mais pour la relance, l'État, les collectivités seront là pour vous accompagner. Et je voulais juste parler d'un point très important, Lucie, c'est l'apprentissage. On est quand même une activité à fort capital humain, vous le savez très bien. On forme à la fois pour le métier, pour nous-mêmes, pour nos collègues. Et là, cette année, c'est une année catastrophique, l'année 2020-2021. Je parle d'une année catastrophique en termes d'apprentissage. Ce que nous, on appelle les gamins, parce que ce sont nos enfants qui sont dans les écoles. Ils n'ont pas suivi l'apprentissage pratique. On propose à l'État, là, aujourd'hui, mais bon, personne ne nous répond, à la fois de prolonger jusqu'à fin août les contrats d'apprentissage. Si on ouvre, on pourra quand même les évaluer. Deuxièmement, donner la possibilité à des gens qui n'ont pas réussi de faire une troisième année, parce que ce n'est pas de leur faute qu'il y a eu le Covid, et on est capable de les accueillir.
Et on propose en plus pour les décrocheurs, parce qu'il y a des jeunes qui ont décroché, de les intégrer dans un contrat CQP financé par les OPCO et pris en charge matérielle et en termes d'apprentissage par les restaurateurs, les hôteliers, les bars, etc., etc. Voilà, c'est l'homme avec grand H, qui compte pour nous au-delà du côté financier ou matériel. On aura à la fois des réponses, mais aussi des compétences sur l'apprentissage pour continuer à accompagner parce que ça reste une préoccupation grande, en tout cas pour le conseil régional. Et une réponse aussi financière dans ce dialogue avec les banques. Vous avez aussi besoin d'appui. Et donc, on aura une proposition forte, celle d'un fonds souverain régional qui devrait permettre de pouvoir transformer les prêts garantis par l'État en apport en capital. Et du coup, demain, moi, citoyenne de Dompierre-Soyon, je pourrai apporter des fonds pour soutenir et maintenir l'emploi local ici. Voilà, je vous remercie pour cette halte à Dompierre. On vous ramène à Belleville dans votre TER pour la suite du voyage. Est-ce que Karima, tu veux réagir peut-être à ce que vient de nous dire Tarek Tarouche? Oui, Tarek, merci pour ce témoignage. Nous sommes à l'écoute. Vous avez raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne fait pas de la politique sans vous, sans les acteurs de terrain. C'est la raison aussi pour laquelle nous, en tant que responsables politiques, il y a une chose qui nous tient à cœur, c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres du Conseil régional et qu'à chaque fois qu'il sera possible, nous ferons des assises ou des conventions. Nous, dans le Nord, Pas-de-Calais et dans la Picardie, donc les Hauts-de-France, on a décidé de lancer notamment une grande convention citoyenne qui prendrait par thématique, justement, les thématiques pour vous accompagner pendant 6 ans. Parce qu'il ne suffit pas juste de vous dire, oui, on va vous aider sur tel fonds, etc. Et pendant 6 ans, rien ne se passe. Ça ne marche pas comme ça. Il faut un véritable accompagnement à long terme. Merci pour dire qu'on n'oublie pas ces hommes et ces femmes qui aiment leur boulot. Et aujourd'hui, le Covid fait que malheureusement, nous sommes en face d'une situation qui est critique, mais il faudra aussi composer sur le tourisme de demain. Et sur ça aussi, on ne peut pas y rester parce que Mathieu Orphelin ne veut pas me lancer sur ça, donc je ne vais pas y arriver. Dans le TER, on va en parler. Là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir véritablement redonner goût à ces métiers. Ça passe par le tourisme, ça passe par les questions notamment de ces jeunes décrocheurs, mais ça montre aussi que c'est donner du plaisir aux gens. Et ça, que mieux que le tourisme. Merci Tarek, en tout cas, pour votre témoignage. Voilà, et la Vendée est un des départements où il y a le plus de tourisme, effectivement. Il y a beaucoup de choses, Tarek, dans tout ce que vous nous avez dit. Je ne vais pas pouvoir y revenir trop longtemps, mais voilà, bien sûr, sur la valorisation des métiers par l'apprentissage, vous l'avez dit. La lutte et la prévention, moi quand j'étais vice-président de la région à l'éducation et l'apprentissage de 2010 à 2015, on a mis en œuvre beaucoup d'actions sur la prévention du décrochage scolaire. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, voilà, on sera là pour vous accompagner, soutenir l'ensemble des acteurs, ces métiers si importants pour notre territoire et aussi pour le bien vivre en Pays de la Loire. Merci la Vendée. Merci Lucie. On va te retrouver tout à l'heure, Lucie. Tu vas monter dans le train à ma place parce que comme Lucie, en plus, c'est la grande experte de la mobilité des TER, elle va venir tout à l'heure. Mais il faut déjà qu'elle aille reconduire nos invités. Donc, merci à vous. Et puis, Karima, en route. Allez, c'est reparti. Allez, zou, on est reparti. On est dans le TER. Tu as vu le TER hyper silencieux? On est quand même dans un TER assez beau, silencieux. On n'a pas trop de monde. C'est plus chargé à d'autres heures. Non, sur le tourisme, te dire que dans nos 120 mesures, on a 120 mesures sur la table qui ont été élaborées. Plus de 1000 personnes ont participé au projet déjà. Mais donc, on a 3 mesures pour un tourisme qu'on appelle 4L pour l'instant, pas référence à la voiture, mais un tourisme local, un tourisme abordable, un tourisme social et un tourisme durable. Alors, on a 3 mesures déjà, mais peut-être qu'on viendra vous en piquer une ou deux en Hauts-de-France. Mais la mesure 20, créer une offre vacances pour toutes et tous dans la région pour permettre aux plus modestes et aux jeunes de découvrir leur région, parce que l'accès aux vacances, ça, c'est un vrai facteur d'inégalité sociale. Donc, une mesure vacances pour toutes et tous dans la région, une autre mesure sur des aides à l'investissement dans les équipements touristiques à faible impact environnemental et développer la mesure de l'impact environnemental des équipements touristiques. Il y a des expérimentations, il faut qu'on aille plus loin.
Et puis, dernier point, amplifier le tourisme à vélo. Ça te fera rêver, évidemment. Le tourisme de nature et le slow tourisme. Prendre le temps de découvrir notre belle région. Donc, avec ça, tu vas revenir vite, non? Ouais, donc ça veut dire que je prends mon vélo dans votre TER. Il faut de la place des vélos, des vélos Tout à pour le fait. TER. Il y Super. en a un peu, mais il n'y en a pas assez. Il y a certaines heures où, effectivement, il y a embouteillage dans notre TER. Tu en discuteras avec Lucie tout à l'heure, mais aussi embouteillage de vélo. Alors, on arrive tout doucement. J'espère que tu as apprécié le paysage. On m'avait dit que tu dormais des fois dans le train, mais là, pour l'instant, tu n'as pas fait de ta petite sieste habituelle. On va arriver à une séquence en extérieur. Donc, on va voir la qualité des liaisons à Angers. Voilà, nous voilà arrivés à Angers. Avec dans le plein centre-ville d'Angers. Il a l'air de faire un peu frisquet si je vois les. Voilà. Et donc, on est avec Arash Saïdi, qui est notre tête de liste en Maine-et-Loire, et ses invités. On vous passe la parole si c'est bon pour vous. Arash, bienvenue à Angers, bienvenue chez toi. Tu nous entends, Arash? Bonjour Arash. On t'entend très bien, vas-y. Go. Bonjour Arash. Bonjour. Avec Antoine Lelarge, qui est secrétaire général de la CFDT 49, et Elsa Richard, qui sera donc une de nos colistières dans le Maine-et-Loire. Alors pourquoi devant un restaurant? C'est pas pour attirer l'attention sur les restaurants, mais sur une catégorie de personnes aujourd'hui qui aident beaucoup de restaurateurs à continuer à pouvoir travailler, sont les livreurs à vélo. Je vais laisser Antoine vous expliquer leurs problématiques, mais on tenait à attirer l'attention sur eux parce que, eh bien, ils sont un peu dans l'angle mort des gens qui travaillent en premier de cordée lors de cette crise sanitaire, parce que leur statut est inexistant, que ce sont des faux indépendants. Et donc, Antoine va vous expliquer toutes ces problématiques et nous interpeller sur ce que nous, en région, on pourrait faire pour les aider. Je te passe la parole, Antoine. Merci. Déjà, merci de l'invitation et de faire émerger ce sujet-là qui nous tient particulièrement à cœur, puisque on l'a vu, alors c'est un phénomène qui est grandissant depuis, on va dire, 3-4 années, mais qui a pris de l'ampleur avec la question du confinement. On les voit à travers nos rues avec leurs sacs à dos carrés, à déambuler sur leur vélo tous les midis, tous les soirs et tous les week-ends. Ils ont été particulièrement actifs pendant cette crise sanitaire, parce que des fois on avait la flemme de sortir, mais aussi parce qu'on voulait se protéger lors de nos déplacements. Ils se déplacent d'ailleurs qu'il fasse chaud, qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, sans forcément beaucoup de sécurité, que ce soit sécurité routière ou sécurité sociale. Et eux, c'est les livreurs indépendants à vélo. Comme le disait Arash Saïdi, indépendant, c'est un statut qui peut plaire, attirer un certain nombre de personnes. Pour ces livreurs, il faut aussi se dire qu'il n'y a peut-être pas de contrat de travail, c'est un contrat commercial, mais un lien de dépendance économique qui n'en reste pas moins très présent, très fort. Ils sont indépendants, mais pour autant, ils sont suivis en permanence avec une puce GPS dans leur téléphone. Ils sont contrôlés, suivis et sanctionnés aussi par ces plateformes qui, sur le moindre écart suspecté, souvent d'ailleurs improuvables, vont bannir ces travailleurs, alors que pour beaucoup, ces plateformes ont largement profité de ces travailleurs, on l'a dit dans ce contexte, mais c'est aussi des travailleurs là qui n'ont pas beaucoup d'autres solutions de travail. On a un marché de l'emploi qui permet pas forcément tous de les insérer comme il faudrait avec des emplois de qualité.
Et donc, on voulait aussi attirer l'attention sur la situation de ces livreurs, tant sur la question de leurs conditions d'emploi, le lien avec ces plateformes, mais aussi la question de leurs conditions de travail au quotidien. Si on pouvait résumer, on a effectivement plusieurs revendications dans ce contexte qui sont déjà de rendre visibles. Et donc c'est pour ça que je remercie à nouveau le fait que vous rendiez visibles ces situations-là à l'occasion de cette séance, de cette séquence, parce que ce manque de visibilité font qu'ils ont un manque de reconnaissance vis-à-vis des acteurs institutionnels qui se sont peu occupés de leur situation, manque de reconnaissance et on pourrait le dire largement mépris de la part des plateformes, Uber Eats, Deliveroo, etc. On sait maintenant Uber, c'est plus une grande marque, c'est un marqueur social négatif. Et Uber Eats n'y échappe pas. Et puis aussi vis-à-vis de ce besoin de reconnaissance de la population qui des fois joue avec des malnotations, voire en expliquant qu'ils n'ont pas reçu leur commande, ce qui a des conséquences dramatiques parce que la sanction elle est immédiate, sans appel, avec encore une fois le mépris le plus total de ces plateformes. Et puis interpellation aussi des pouvoirs locaux sur en particulier les questions d'aménagement du territoire, sur les conditions de travail qu'ils vivent au quotidien. Alors, juste, je précise d'ailleurs qu'on a longtemps hésité, on avait prévu d'avoir avec nous deux livreurs pour témoigner, et on a fait le choix de ne pas les exposer et de ne pas les exposer à un risque de sanction, et que donc ce soit Antoine qui rapporte leurs propos et leurs conditions de travail, puisque lui ne risque rien. Et est-ce que, Antoine, est-ce que tu peux nous préciser du coup ce que localement, en fait, on pourrait faire, ce que le pouvoir public pourrait faire pour améliorer les conditions de travail de ces livreurs indépendants? Alors oui, il y a des choses à faire concrètement sur le territoire, puisque ils agissent, ils travaillent au quotidien sur ce territoire. La ville, c'est leur terrain d'exercice de ce travail, et donc du coup, il y a des aménagements qui sont possibles. Aujourd'hui, on disait donc ce collectif qu'on a créé récemment et qui regroupe maintenant depuis novembre dernier 55 livreurs à vélo, s'est réuni à plusieurs reprises pour essayer de trouver aussi des solutions. On l'a dit, ils veulent aussi rendre lisible leur situation, mais c'est aussi améliorer leurs conditions du quotidien au travers d'un certain nombre d'infrastructures, et en particulier, on propose que dans les communes, dans les villes, dans les centres-villes, il puisse y avoir des zones d'aménagement des stationnements dédiés, parce que devant certains restaurants, il peut y avoir un afflux important, et aux heures de repas en particulier évidemment, mais qui pose des problèmes de partage de la voirie avec les usagers, avec les restaurateurs, etc. Et ça crée un certain nombre de tensions, pourquoi pas avec le restaurant, avec des passants, et aussi avec la police. Pour autant, ils doivent exercer leur métier, et on leur demande d'exercer leur métier dans cette période. Et puis, on demande un certain nombre de lieux pour pouvoir s'abriter. Voilà, quand on est en période de grand froid, de grand vent, ils continuent à travailler pour nous livrer notre repas, et donc de pouvoir s'abriter, de recharger son portable, parce que les téléphones portables sont hyper sollicités avec le GPS dans toutes ces périodes d'activité. Ils doivent pouvoir, on s'imaginait pouvoir avoir des abris avec panneaux solaires où ils puissent à proximité accéder à de l'eau potable aussi, parce que c'est une problématique qu'ils rencontrent, alors peut-être plus en période aussi encore plus de canicule, qui puissent recharger leur batterie de vélo, leur téléphone, pouvoir s'abriter. Ça nous semble être des éléments indispensables à leurs conditions de travail. Peut-être, Elsa, tu peux préciser ce que dans le cadre de la région, nous, on pourrait faire pour aller dans ce sens-là? Ce à quoi l'équipe de Mathieu Orphelin peut s'engager en fait dans cette campagne, c'est
comme tu disais, de participer à mettre en visibilité ces livreurs et puis d'encourager en fait les mairies localement à créer les conditions pour de travail, de créer les conditions d'un travail digne pour ces livreurs, de pouvoir. Et donc très concrètement, la région, quand on sera élu, pourra aider le cofinancement de ces espaces dont les modalités sont certainement à travailler ensemble, mais la région pourra cofinancer avec les mairies qui s'engagent à créer ces conditions, ces lieux, ces abris pour qu'ils puissent aussi recharger leur téléphone par exemple, se reposer quand le temps est venté, pluvieux ou très froid. Ça nous semble un engagement en tout cas que l'on prendra sur l'ensemble de la campagne et du coup du mandat lorsqu'on sera élu. Et puis ces lieux peuvent aussi servir de cadre afin de faire de la prévention routière à destination de ces livreurs et également de leur mettre à disposition une permanence juridique pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits, puisque souvent ils ont un accès aux droits qui est beaucoup plus difficile que beaucoup de salariés. Malgré votre aide, vous n'avez pas des moyens illimités, donc c'est nous aussi d'apporter notre aide pour leur permettre de faire valoir leurs droits. Et puis il y a une autre mesure qui nous tient à cœur, c'est d'aider et les restaurateurs et les livreurs, quand ils ont l'initiative de le faire, c'est que nous, on vienne les aider à se monter en coopérative et du coup d'être en quelque sorte propriétaires de leur outil de travail, et que quand les livreurs et les restaurateurs manifestent l'envie de monter des coopératives pour faire ces livraisons, de le faire ensemble, puisque en fait ils sont chacun à un bout de la chaîne et dépendants les uns des autres, eh bien nous on les accompagnera, on les aidera et on les aidera à mettre en place ces coopératives pour qu'ils puissent être propriétaires de leur outil de travail. Karima, je te laisse répondre sur l'aspect statut, enfin sur tout ce que tu veux d'ailleurs. Parce qu'elle a des choses à dire aussi voilà. avec Exactement. Exactement, et il y a le côté européen, puisque en ce moment, vous êtes en train de travailler sur le sujet. Karima, à toi. En remerciant Antoine Lelarge de la CFDT et puis bien sûr Elsa Richard et Arash Saïdi, nos deux candidats en Maine-et-Loire. Karima. Merci beaucoup pour votre témoignage et je tiens à vous dire que lorsqu'on sera président de région, Mathieu Orphelin et moi, il faut taper du poing sur la table au niveau européen. Si le gouvernement français ne le fait pas, nous avons un rôle en tant que président de région. C'est la raison pour laquelle, en ce moment, la Commission européenne veut mettre sur la table ce qu'on appelle une directive relative aux travailleurs des plateformes numériques. Et vous l'avez dit, monsieur, c'est que le Covid a mis enfin en évidence la précarité de ces salariés. Et c'est là où il faut montrer à quel point Uber, aujourd'hui, notamment ces plateformes numériques, veulent profiter de cette occasion pour légaliser une situation qui est totalement illégale. Et ça, ce n'est pas possible. C'est la raison pour laquelle il va falloir tordre le cou à ces plateformes numériques et il faut qu'elles admettent ce que vous dites, c'est-à-dire l'indépendance de ces travailleurs et donc retirer les liens de subordination, permettre aux travailleurs de fixer leurs tarifs ou de reconnaître ces salariés comme des vrais travailleurs. Ça veut dire quoi? Avec l'ensemble des droits. Ça veut dire protection sociale, salaire minimum, des congés payés, etc., etc. La bataille ne fait que commencer. Nous n'entendons, alors nous vous entendons et nous vous écoutons, nous relayons auprès des instances européennes. Maintenant, le poids aussi des régions va être un facteur non seulement évident, mais incontournable. Il faut savoir que quand vous êtes président de région, vous pouvez aussi vous faire entendre sur les réglementations européennes. Et donc, si Mathieu Orphelin, président de région avec toute son équipe, moi, présidente de la région des Hauts-de-France, on commence à créer un effet de boule de neige sur l'ensemble des plateformes numériques, vous allez voir que justement, un, vous ne serez plus seul, et deux, que la bagarre, on peut la gagner. Merci beaucoup, Karima. Merci à vous tous et à vous toutes à Angers. Et on le sait, il y a aussi des plateformes plus vertueuses. Je fais la pub de frèretoc.fr à Angers
où évidemment il y a des conditions beaucoup plus favorables pour les livreurs. Karima, hop, on remonte dans le train. Notre TER À bientôt, magique. merci. À bientôt, Angers. Et donc, ouf, on se repose un peu. On est pile dans le timing. Là, celui-là, on a failli le louper, Karima, quand même. Hein. Ouais, ça va, on est bon, on est bon. On est bon, on est bon. Et là, ce TER magique va nous amener directement dans l'un des 5 plus beaux départements de la région, la Mayenne, où on va changer de sujet. On va arriver sur un sujet tellement essentiel dans notre région, agriculture et alimentation. Et on est avec notre tête de liste en Mayenne. Solène, je te passe la parole pour toi et tes invités, mais c'est plutôt eux qui nous invitent sur leur ferme. Solène, à toi. Bonjour Mathieu, merci pour cette gentille introduction. En plus, on a le soleil, on est très bien. Bonjour Karima, bienvenue en Mayenne. Bonjour. Donc aujourd'hui, je suis chez Mickaël Lepage à Changé, à côté de Laval, qui est donc paysan et producteur de lait, qui vend aussi en direct à la ferme. Et je suis aussi accompagnée de Joël Gernot, paysan retraité. Et ils vont nous parler de leur quotidien et puis de leur vision aussi pour une agriculture dans les 5-6 prochaines années. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Mickaël qui va nous présenter son exploitation et puis ce qu'il envisage pour l'avenir de l'agriculture. Et donc, il fait beau en Mayenne alors qu'à Angers, le ciel est couvert. Non, juste parler. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais juste enlever pour me présenter, c'est un peu plus civil. Voilà, bonjour. Alors, j'ai pas de retour son, donc n'hésitez pas à lever la main ou me faire signe. Voilà, je vous propose de me présenter rapidement, enfin moi, la ferme, et puis qui y vit, comment on fonctionne, quelles sont un peu nos orientations. Déjà, le son est bon. Super. Parfait. Oui, parfait. On a l'impression d'être avec vous, là. Et puis un petit peu quel point d'interrogation on a, nous, pour les 5 à 10 ans, parce qu'on est à moitié de parcours, enfin, voilà, en termes de travail. Donc, voilà, quelles sont nos préoccupations du moment pour faire face aux échéances, qu'elles soient environnementales, sociales, économiques, voilà. Donc, voilà. Donc, Mickaël Lepage, j'ai 46 ans, je me suis installé l'année 2000 sur une ferme familiale. Donc aux portes de Laval, on est vraiment en zone première couronne d'une agglomération 50 000 habitants. Donc ferme familiale qui se transmet de génération en génération depuis à peu près 200 ans. Donc il y a un certain parcours historique, voilà. Donc moi j'ai travaillé avec mes parents, j'ai connu mes grands-parents, etc., mes arrière-grands-parents. Et donc on est sur de la production laitière. Et à mon installation, mon orientation, c'était clairement affiché de faire de la cohérence qualitative. Donc travailler en cohérence avec le milieu du vivant. Donc, on avait des productions des mammifères herbivores, donc ça doit manger de l'herbe. Et puis, l'idée, c'est de produire en local pour vendre en local. Donc, ça, c'était l'idée générale. Donc, voilà. Et puis, donc, on a mis des outils ou des orientations techniques, économiques et financières pour aller dans ce sens-là. Donc, aujourd'hui, je travaille avec mon épouse, Elisabeth, et on a embauché une personne pour la partie livraison logistique. Donc, voilà. Donc, on dispose de 45 vaches laitières, 90 hectares. Système quasiment tout herbagé, donc il y a 90 hectares, donc 80 en herbe, 10 en céréales, tout est autoconsommé. On est hyper attaché à l'autonomie de la ferme au niveau alimentation, donc aucun achat d'aliments à l'extérieur. Donc ça, voilà, c'est vraiment une préoccupation du moment. C'est comment faire face, on voit bien au changement du climat qui fait qu'on a des rendements vraiment en baisse depuis 3 ans, et comment on s'adapte, nous, à maintenir la production et donc à fournir de l'alimentation pour les citoyens locaux, tout en maintenant les curseurs économiques ouverts, parce que plus on est autonome et plus économiquement on tient la route, et moins écologiquement on dégrade, on est émissif sur l'aspect CO2. Donc voilà, donc le fonctionnement de la ferme, c'est vélage de printemps. Donc tous les vélages ont lieu au printemps pour avoir une synchronisation entre la partie animale et végétale, et réduire ainsi l'aspect temps de travail, pénibilité du travail. La production, donc la majorité part dans la filière classique, hein, donc c'est une filière labellisée. Donc on dispose de 5 cahiers des charges de qualité. Donc le label bio évidemment, biocohérence, lait de foin, on est spécialisé dans le lait de foin, donc les vaches sont uniquement nourries à partir de pâturage et de foin de la ferme, sans OGM. Voilà, on est également labellisé par notre laiterie, donc qui s'appelle
bio engagé. Et puis, on est également certifié par une charte un peu plus ouverte avec Mayenne Nature Environnement et la Ligue de protection des oiseaux qui s'appelle Ferme Paysan de Nature, où là, on a fait un bilan avec des ornithos, des botanistes, voilà, et donc on a fait un recensement il y a 2 ans, et on sait donc le nombre d'espèces végétales, d'oiseaux, d'insectes, de libellules, d'amphibiens, etc. Et donc, à nous de les améliorer, d'améliorer ce potentiel de biodiversité, et donc de protéger donc par des espaces voilà, de murs, de murets, de mares, d'arbres, etc., pour améliorer la chose. Donc, c'est vraiment une volonté de notre part, à la fois de concilier la partie économique, donc de production, la partie alimentation locale de qualité pour les citoyens, et puis la partie, je dirais, écologique dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire de vraiment de protéger, de savoir ce qu'on a, apprendre à améliorer les choses. Donc c'est plutôt, on a plutôt, Elisabeth et moi, une volonté d'apprendre les choses d'un point de vue scientifique. Donc on s'entoure de personnes compétentes, de lecture, etc. Sur la partie naturelle, enfin la partie nature, botanique, les insectes, les oiseaux, comment est-ce que tout ça fonctionne ensemble. Donc voilà. Et puis sur la partie, pour présenter un petit peu plus, sur la partie, alors on fait aussi particularité de la ferme, c'est qu'on est sur 2 captages d'eau. On a en proximité à 1 kilomètre le captage proche de la ville, et on a sur notre ferme depuis une dizaine d'années un captage. Donc on a eu de la surface qui a été reprise, et donc on a une partie de la surface, enfin, toute la surface qui est en captage d'eau. Donc on a des contraintes supplémentaires. Et je voulais finir sur la partie, pour présenter sur la partie commercialisation. Donc, on a aujourd'hui entre 25 et 30% de la production qui part en circuit court. Donc, c'est-à-dire tous les vendredis, donc cet après-midi, on va accueillir une centaine de clients. Voilà. Donc, on vend en note les crus. Et puis, on a une quinzaine de produits de collègues. Donc, on a facilité l'installation de maraîchers, de personnes qui font des plantes à parfum, une brasseur. On a là quelqu'un qui fait du vin qui va arriver, il y a du pomme, du miel, des confitures, enfin voilà, il y a toute une palette représentée de producteurs qui sont dans un rayon de 25-30 km. Donc voilà, la deuxième partie, c'est dans les magasins spécialisés de proximité, type Biocoop, voilà, des petites épiceries. On a fait le choix plutôt de partir, nous, sur des commerces locaux, solidaires, et des petits commerces, voilà, plutôt que de la grande surface. On ne fait pas de grande surface. Et puis la dernière branche pour le local, c'est les collectivités. Donc depuis une dizaine d'années maintenant, on fournit les maternelles, crèches, écoles primaires, secondaires, cuisine centrale, voilà, des boulangers, etc. Et donc en local, donc qui veulent aussi développer des produits de qualité à des prix abordables, voilà. Donc voilà, je sais pas, je peux partir sur plein de domaines après. Peut-être comment toi, ta vision de l'agriculture, oui, alors oui. t'attendrais aussi peut-être des politiques publiques. Peut-être Karima a une question. Plein de choses. Karima a une question apparemment. Voilà. Et puis faites attention au temps, les amis, parce qu'après on a le TR qui nous attend pas. Faut qu'on fasse attention au temps, d'accord. Très rapidement, c'est l'évolution dans la Mayenne, notamment sur le bio. Est-ce que vous avez vu l'augmentation depuis une dizaine d'années des changements, notamment chez les pratiques des agriculteurs et chez les consommateurs? Ça, c'est ma première chose. Vous travaillez sur le lait, et ça représente quelle part dans la Mayenne, notamment sur le bio? Parce que je pense qu'il y a une forte orientation laitière sur ce territoire comparé à d'autres territoires. Et ensuite, vous, personnellement, aujourd'hui, parce que nous sommes en train de travailler sur la PAC, et vous savez que le lien sur la PAC et la région va avoir un impact très important. Et donc, qu'est-ce que vous demandez notamment à nous, futurs présidents et présidentes de région, pour pouvoir avoir ce budget qui est consacré dans une nouvelle, je pense, dans une nouvelle optique? C'est ce que vous dites, hein, la santé et la sécurité alimentaire, et de rendre nos territoires autonomes. Alors, la question, je répète pour mes collègues. Donc, Joël, ou peu importe qui prend la parole, qui saura. Donc, d'abord, en Mayenne, la situation aujourd'hui donc du bio depuis 10 ans, est-ce qu'on est en augmentation à la fois à la production et en consommation? Et aussi, par rapport à tout ce qui est la filière laitière, qu'est-ce que ça représente en Mayenne, le bio? Et ensuite, en seconde partie, qu'est-ce que vous attendez concrètement d'un président, d'une future majorité régionale et de la future PAC
dans son application régionale pour les agriculteurs. Qui d'entre vous veut répondre? C'est moi, tu as les chiffres, toi? Joël. Oui, les chiffres, quelques-uns, mais pas Vas-y, t'as les chiffres. très rapidement, alors j'ai pas toutes les données parce que ça évolue tout le temps. Donc la bio en Mayenne comme ailleurs, même si on est dans les 5 départements, on est avec la Sarthe, on est un petit peu dans le queue de peloton par rapport à la Loire-Atlantique, mais en Mayenne, on doit être autour de 10% de la surface aujourd'hui en agriculture certifiée bio. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 500 fermes en bio. On est sur une croissance depuis 2010 qui est quand même à presque 2 chiffres. Donc voilà, il y a eu, on va dire, depuis les années 80 jusqu'à les années 2000, c'était assez lent. Et puis, on va dire, depuis les années 2000, il y a eu quelques vagues comme ça. À chaque crise sanitaire, on voit bien qu'il y a des paliers qui se font. Et puis, depuis les années 2010, on est quand même sur une grosse croissance. Il y a eu des fortes années 9-10, il y a eu 15-16, voilà. Et là, ça se tasse un peu. Bon, et puis on a la particularité dans notre département, comme dans les départements limitrophes, d'être vraiment un symbole de la production laitière, puisqu'on a des conditions climatiques qui font qu'on a du potentiel agronomique important. On a toute la filière qui est là depuis des dizaines d'années. Donc voilà. Et puis il y a une culture du lait, du fromage, du beurre, de la crème. Enfin voilà, on fait partie des départements dans le Grand Ouest avec la Normandie qui sont des gros consommateurs et producteurs de lait. Qu'est-ce que vous attendez des politiques régionales? Les politiques régionales, alors, très rapidement, hein, il y a des, en tant que paysan en première couronne d'une agglomération assez importante, il y a 4 domaines qui nous posent question aujourd'hui. C'est comment est-ce qu'on s'occupe de l'artificialisation des terres, parce que voilà, aujourd'hui en Mayenne, c'est 200 hectares qui partent tous les ans. À l'artificialisation. Nous-mêmes, cette année, on va perdre 6 hectares pour remettre des bâtiments, pour remettre des parkings, etc., des terrains de sport. Alors, je suis pas contre ça, mais à un moment donné, il faut se poser la question, comment est-ce qu'on nourrit plus d'humains avec moins de terre? Voilà. Et moins de terre avec un climat qui change et qui baisse nos rendements, clairement. Voilà. La deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on communique auprès des gens qui sont intéressés par l'agriculture. Nous, on reçoit, je ne l'ai pas présenté, mais on reçoit une trentaine d'écoles chaque année, donc des petits jusqu'au bac+5, pour présenter notre exploitation très humblement. Et comment est-ce qu'on communique? Donc, tous les moyens de communication qui vont vers... Alors, il y a des réseaux qui existent, hein, le réseau CAB, CIVAM, etc., qui savent promouvoir des systèmes qui sont plutôt autonomes et économes. Voilà, comment est-ce qu'on promeut ces systèmes-là? Comment est-ce qu'on ferme les paysans en place pour s'adapter au changement du climat? Voilà, pour moi, scientifiquement, il va falloir qu'on montre quand même et qu'on appuie les gens qui sont partis toujours dans le toujours plus. Parce que toujours plus d'engrais, toujours plus de phyto, on peut plus ça. C'est l'agriculture du passé. Donc l'agriculture de demain, c'est comment est-ce qu'on fait une agriculture qui s'adapte au changement du climat. Nous, l'été dernier, on avait 50 degrés dehors pour les animaux. Donc voilà, comment est-ce que concrètement, on continue à nourrir avec des moyens plus limités, à la fois en surface, mais également en rendement. Voilà. Et puis, je sais pas, il y a d'autres notions que j'ai perdues, mais si Joël veut. Non, mais c'est très intéressant, merci. Et peut-être effectivement, si Joël, dont j'ai eu le plaisir de visiter la ferme qui vient de transmettre, peut nous dire quelques mots avant qu'on remonte dans le TER, décidément, avec Karima. Joël, bonjour à vous. Bonjour, c'est fini, hein? Non, allez-y. Non, mais vas-y. Pour rebondir un peu avec sur ce que disait Michael, là, il a parlé du climat qui impacte effectivement de plus en plus. Mais malgré ces histoires de climat, on se rend compte que nos systèmes, moi je suis en retraite aujourd'hui, mais j'étais dans les mêmes systèmes qu'a présenté Michael là. C'est des systèmes qui aujourd'hui sont plutôt plus rémunérateurs, qui sont des systèmes où on travaille mais plutôt moins par actif, et des systèmes qui mobilisent moins de capitaux, donc qui facilitent l'installation, la transmission. Et là, je pense que là, nos futurs élus de la région, là, il y a vraiment un rôle à jouer de défendre cette agriculture qu'on appelle économe, là, et qui travaille avec des systèmes où il y a peu d'intrants, comme l'a dit Michael, et qui fonctionnent, quoi. Hein. Et même si ça augmente légèrement, on est encore très minoritaire par rapport à ce modèle agricole dominant. Donc là,
on attend vraiment un rôle de nos élus pour faire évoluer ces systèmes. Merci Joël, merci Michael pour toutes ces présentations et ces demandes aussi, parce que c'est ce à quoi on va essayer de répondre aussi dans notre future majorité régionale. Est-ce que vous avez encore des questions? On va être obligé de remonter dans le TER, mais merci à toi Solène, parce que tu connais et tu portes haut ces sujets-là et je crois que tu y veilleras très fortement dans notre majorité et notamment aussi en tant que femme d'agriculteur, puisque tu habites, tu le dis souvent, sur la ferme. Et je vois dans mon écran de contrôle qu'on va tout à l'heure aussi aller en Sarthe et on a un agriculteur aussi dans notre binôme de choc en Sarthe, Pierre Carret, qui nous parlera d'ailleurs directement depuis sa ferme à ce que je vois. Karima, je te laisse reprendre le TER. Je t'abandonne pour laisser ma place à Lucie et Tonneau pour que vous puissiez avoir entre personnes compétentes une discussion sur le sujet des TER, des transports. Et moi, je vais prendre mon jet privé pour aller directement ton vélo. Mon vélo magique. À tout de suite. Bon et voyage. À vous, le TER. Merci, Mayenne. Merci à vous trois. Ah, Lucie n'a pas réussi à se mettre en ligne. Alors, moi, je la vois. Alors, s'il y a un problème, je vais prendre le TER avec toi. Ah, ben, on est dans le TER, finalement. Écoute, Lucie… Lucie, on t'attend à la prochaine station. Peut-être tu peux nous dire comment Xavier Bertrand a développé les petites lignes, peut-être, Karima. Qu'est-ce qu'il nous a fait sur les petites lignes, Xavier Bertrand? C'est qu'il considère que justement, dans la politique des transports, c'est juste de dire il faut que les transports arrivent à l'heure. Alors, on voit bien que les trains, aujourd'hui, dans notre région de Hauts-de-France, n'arrivent pas à l'heure, mais le pire, c'est que dans tous nos territoires, aussi bien la Picardie que le Nord-Pas-de-Calais, c'est qu'il a fermé énormément de lignes de TER. Et fermer une ligne de TER, c'est renforcer l'immobilité des habitants et des habitantes. Le train, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, mais c'est bon pour la santé des gens. Et donc, nous, notre programme va être de relancer l'ensemble de ces lignes, mais de les rendre accessibles à toutes et à tous. Merci beaucoup. C'est tout le bien qu'on souhaite aux habitants des Hauts-de-France. Nous voilà arrivés tranquillement en Sarthe où on va avoir notre binôme de choc, Mélanie Cognier, qui était la coprésidente de l'assaut des 150 de la Convention citoyenne pour le climat. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est ravis de l'avoir avec nous. On a un autre aussi citoyen des 150, William Aucan, en Loire-Atlantique. Vous le découvrirez bientôt dans un de ces tours de la région en TER. Et puis Pierre Carret qui nous parle, et on le voit depuis sa ferme puisqu'il a plein de casquettes, mais notamment la casquette d'agriculture. Bonjour les Sartois et les Sartoises. À vous la parole. Bonjour. Depuis Le Mans, je crois. Mélanie, à toi. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, bon, parfait. Bonjour Mathieu. Donc on a Pierre qui est en duplex, effectivement, qui est en train de semer dans sa fenêtre météorologique avant demain et qui n'a pas pu nous rejoindre. Je suis aussi accompagnée de Lilian, qui est coprésident du collectif solidaire Le Mans Université et qui va d'ailleurs nous parler de ce collectif qui a été créé, malheureusement ou heureusement, il y a tout juste un an, comme on disait tout à l'heure avec Lilian. C'est un triste anniversaire. C'est un collectif qui devait durer quelques temps et qui, a priori, est amené à durer. Donc, je laisse la parole à Lilian. Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Le collectif solidaire, c'est une association qui a été créée il y a un an lors du premier confinement. Le 7 avril dernier, on distribuait nos premiers repas. Aujourd'hui, on continue encore ces distributions de repas tous les week-ends au niveau de l'université pour les étudiants qui sont dans le besoin. Donc, tous les étudiants qui ont un besoin aujourd'hui sur Le Mans vont au collectif solidaire chercher leur repas. C'est un endroit où aussi on a mis en place une ressourcerie pour que les étudiants puissent avoir du matériel électroménager, du matériel de cuisine, des vêtements, des produits d'hygiène, des produits d'entretien. On a des étudiants qui sont de plus en plus précaires. L'AVGEM, une association des étudiants du Mans,
avait sorti un coup de la rentrée l'année dernière où on voyait une augmentation par rapport à l'année 2019 d'un peu plus de 4% sur les frais de vie courants. Notamment au niveau de l'hygiène et d'entretien, on avait une augmentation de 1,64%. Donc la précarité étudiante aujourd'hui est de plus en plus importante, notamment sur des villes comme Le Mans. Le collectif aujourd'hui, l'année dernière, on avait pu mettre en place une cagnotte pour les étudiants pour venir en aide financièrement aux étudiants. C'est à peu près 19 000 € qui ont été récoltés pour venir en aide à près de 200 étudiants, ce qui pour nous a étonnés. Je pense qu'on ne s'attendait pas à une aussi grande précarité, à autant de besoins. Et c'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, on continue nos actions et continue à avoir des projets à l'avenir. C'est énormément d'acteurs qui nous soutiennent au quotidien au niveau du collectif solidaire. On a la ville du Mans qui nous vient en aide, on a le département, pas mal d'associations qui gravitent autour, qui nous font des aides, notamment Emmaüs, le Lions Club ou des associations comme le Rotary. Pour nous, c'est très important d'avoir ces personnes qui gravitent, ces associations qui gravitent. Sans elles, on ne pourrait pas exister et on ne pourrait pas venir en aide aux étudiants comme on le fait aujourd'hui. Et du coup, Lilian, combien d'étudiants ont droit à cette aide? En fait, combien d'étudiants vous aidez sur le Mans Université? Depuis qu'on s'est réactivé au mois d'octobre pour le deuxième confinement, c'est entre 100 et 150 étudiants qu'on aide hebdomadairement. C'est assez important comme chiffre et c'est un chiffre qui ne cesse d'accroître quasiment toutes les semaines. On peut avoir de nouveaux étudiants qui viennent, qui se retrouvent à nouveau en précarité. Au début, il y avait moins d'étudiants qui venaient parce qu'ils venaient tout juste de perdre leur emploi étudiant ou avec la situation sanitaire, beaucoup qui travaillaient dans tout ce qui pouvait être la restauration, dans les bars en emploi étudiant, n'avaient plus non plus accès à ces emplois aujourd'hui. Et chaque jour, les étudiants dépensent plus leurs économies qu'ils ont pu faire sur le peu de début d'année qu'on a eu. Et toutes les semaines, quasiment, on a de nouveaux étudiants qui viennent bénéficier de notre collectif. D'accord. Et du coup, ce qui peut rajouter à cette précarité, c'est le prix du logement. D'abord, est-ce que sur le Mans, il y a assez de logements pour tous les étudiants et tous les jeunes, en l'occurrence, parce que là, on parle d'étudiants, mais il y a aussi toute une génération qui a besoin d'être aidée et qui, effectivement, n'a plus ses petits boulots. Il y a des problèmes sur tout ce qui est apprentissage qui a été malmené par ces divers confinements. Donc, qu'en est-il du logement sur la Sarthe et sur le Mans, plus spécifiquement? Donc, dans le coup de la rentrée qui avait sorti la GEM, on avait vu le prix du logement moyen était de 403,50 €, ce qui a augmenté par rapport à l'année 2019. À titre de comparaison, sur Laval, le prix du logement est de 335,50 €, soit 20% de moins que sur le Mans. Le logement, on a la chance, contrairement à des villes étudiantes comme Nantes ou Angers, de ne pas avoir de crise du logement actuellement. On n'a pas des étudiants qui se retrouvent à la rue jusqu'au mois de novembre. Il y a assez de logements pour le moment. Je dis vraiment pour le moment parce qu'on sait qu'il y a peut-être de nouvelles formations qui vont arriver sur le Mans. Il y a toujours, chaque année, il y a de plus en plus d'étudiants. Donc, arrivera un moment où il faudra anticiper cette crise du logement qui ne saurait tarder sur le Mans. Donc, du coup, on se rend compte que les étudiants ont des problèmes de revenus au final. Donc, que penses-tu de la mise en place d'un RSA qui s'appliquerait aux moins de 25 ans? Est-ce que ce serait vraiment une aide ou est-ce que ce serait superflu? Oui, le RSA aux moins de 25 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus que primordial. Les étudiants ont déjà énormément de mal à avoir un travail à côté de leurs études. Avoir un travail à côté de leurs études, c'est aussi augmenter le taux d'échec. On sait qu'on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas à la fois étudier et travailler à temps complet. Et même si on n'est pas à temps complet, c'est déjà des temps moins de révision pour nos partiels, par exemple.
c'est le RSA pour les moins de 25 ans, ce serait une aide vraiment importante pour les jeunes et les étudiants. Aujourd'hui, les bourses ne peuvent pas venir, ne peuvent pas venir en aide à 100% aux étudiants. C'est limité. Il y a certaines catégories d'étudiants qui ne peuvent pas avoir accès aux bourses alors qu'ils en auraient grandement besoin et qui ne sont pas aidés par leur famille. Donc oui, le RSA pour les moins de 25 ans, c'est plutôt une bonne mesure. Et c'est une mesure qu'on va porter d'ailleurs, le soutien aux expérimentations lancées par les départements des Pays de la Loire. Merci à vous deux. Merci Lilian, merci Mélanie. Je passe peut-être la parole pour une réaction à Karima et puis après on ira vers Pierre pour avoir son avis, peut-être aussi nous parler du plan urgence jeunesse et peut-être savoir ce qu'il sème, ce qu'il est en train de semer aujourd'hui. Karima, que t'inspire cet échange avec Lilian et Mélanie? Bonjour Lilian, bonjour Mélanie. Lilian, merci de témoigner pour toute cette jeunesse qui ne peut pas relever la tête aujourd'hui parce qu'il y a aussi une question de dignité. Parfois, il y a des jeunes qui ont honte aussi, qui ont honte de faire la queue. Et quand on voit ces images choquantes, notamment de tous ces jeunes qui attendent juste parce qu'ils veulent manger. Et moi, dans mon territoire, ça nous brise le cœur. Mais en même temps, la véritable question, c'est que la crise a révélé les insuffisances de la couverture sociale pour nos jeunes. Ça fait des années qu'on ne s'occupe pas de nos jeunes. Et là, que le gouvernement ne veuille même pas, à titre expérimental, ouvrir le RSA, c'est un scandale. C'est la raison pour laquelle nous, dans les Hauts-de-France, nous prenons nos responsabilités et nous allons expérimenter l'ouverture de ce RSA. On l'appelle plutôt, nous, revenu de solidarité pour les moins de 25 ans. Et on va commencer vraiment à parler des questions de gratuité sur les transports. On va parler aussi d'alimentation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on ne laissera pas, encore une fois, une génération perdue. Nous prenons nos responsabilités et nous ferons que la jeunesse, c'est pas juste un petit chapitre dans un programme. La jeunesse, c'est transversal et c'est une des grandes priorités. Mais c'est vrai que là-dessus, il y a des choix politiques et moi, j'ai été assez frappé. La secrétaire d'État à la jeunesse était en Pays de la Loire il y a quelques semaines. On a visité ensemble un CFA, un centre de formation d'apprentis. Et elle me dit, mais Mathieu, elle l'a dit publiquement d'ailleurs, le problème avec toi, c'est que, faut dire aux jeunes, il faut pas qu'ils s'écoutent, faut qu'ils y aillent, c'est qu'un petit moment dur à passer. Non, c'est important aujourd'hui, la crise. Et Lilian l'a très bien dit et Karima aussi après, la crise que vivent et les conditions dans lesquelles vivent un certain nombre de jeunes, qu'ils soient étudiants ou pas, chercheurs d'emploi, qu'ils soient des gens d'activité, travailleurs pauvres ou autres, c'est terrible pour certains d'entre eux. Donc, on doit être à leur côté. Il y a l'expérimentation du revenu de solidarité. Il y a aussi une des mesures de notre plan urgence jeunesse, un chèque bien mangé pour les jeunes précaires. Ça fait rire la droite. Ça fait rire la droite. Les vice-présidents de Christelle Morancet disent « Ah ben c'est bien les écologistes, ça. Un chèque pour bien manger, encore un chèque. » Ben ouais, mais nous, on n'accepte pas qu'il y ait, Lilian donnait le chiffre, plusieurs centaines de jeunes dans chaque département qui aient aujourd'hui besoin de cette aide pour sortir de la grande précarité. Donc, on a besoin de trouver des moyens d'accompagner cette jeunesse, de lui redonner les moyens, le pouvoir de vivre et le pouvoir de s'émanciper, d'étudier notamment. Alors, on passe la parole peut-être à Pierre. Pierre, c'est ravi de t'avoir en direct de ta ferme, peut-être pour réagir à tout ça et puis nous dire aussi ce que tu sèmes aujourd'hui. Merci Mathieu. Je ne sème pas encore, je prépare le lit de semences et il faut que ce soit fait avant la pluie. On attend la pluie demain, donc c'est un petit peu charrette en ce moment. Et par rapport à la jeunesse, je me disais que ce qui pourrait être intéressant, c'est de donner aussi le contrepoint par rapport à la jeunesse en milieu rural. On ne parle pas ici des étudiants, on parle de gens qui parfois n'ont pas eu accès à des études supérieures et qui sont également dans des situations très difficiles. On a toute une génération qui aujourd'hui devrait arriver sur le marché de l'emploi et le marché de l'emploi avec la crise sanitaire n'a fait que se dégrader. Donc, on a également dans nos villages des jeunes qui ne peuvent pas accéder à l'emploi, qui restent chez leurs parents avec des situations parfois difficiles parce qu'ils ont d'autres envies, ils ont d'autres souhaits.
Et il y a également toute une génération qui souhaiterait rester en milieu rural et qui aujourd'hui, par défaut d'emploi et aussi parce que par défaut d'attractivité, on a l'accès à la culture, par exemple, en milieu rural, et quelque chose qui est aussi important. Et on a une génération qui est confrontée aujourd'hui à de grandes difficultés. Merci Pierre. On aura d'ailleurs des mesures parce qu'effectivement, il n'y a pas que les métropoles. On a une région qui s'est beaucoup trop développée pour les jeunes, par exemple sur l'offre de formation, beaucoup trop développée dans les métropoles par rapport au reste du territoire. Et donc, on veut rééquilibrer un peu tout ça sur la formation, sur l'accès aux jeunes à la culture, aux autres activités, sur la carte des formations, j'en ai parlé, etc. Donc, les fractures territoriales, on les voit dans notre département, dans notre région, on les voit en termes d'accès à l'éducation, d'accès au logement, d'accès à la mobilité, d'accès à la culture, d'accès aux soins, et tout ça, il faut qu'on réduise les fractures. Peut-être le mot de la fin, Mélanie, en 1 minute, avant qu'on reprenne notre dernier TER avec Karima. Le mot de la fin, moi je pense qu'effectivement notre jeunesse a été sacrifiée ces dernières années. Moi j'ai rencontré un maçon hier soir qui me disait qu'effectivement lui il trouve pas de jeunes à employer. Il n'y a pas d'ouvriers. Il me dit moi les plus jeunes que je trouve ils ont 32 ans parce qu'il y a eu un problème de valorisation des métiers, de l'artisanat. Et moi je pense que ça c'est un gros souci. Au niveau de la région, il va falloir qu'on essaye de rouvrir tous les AFPA qui ont été fermés par le mandat précédent pour permettre justement à tous ces jeunes de trouver un métier, un métier pour travailler localement, rester dans leur village, comme nous disait Pierre tout à l'heure. Il existe énormément d'emplois à pourvoir un peu partout, que ce soit maçon, électricien ou plaquiste. Et ça, c'est des métiers d'avenir non délocalisables et c'est très important pour l'avenir de la France et de notre région. Donc, je remercie Lilian aujourd'hui de nous avoir permis de partager cette expérience. Pierre, bon courage. Hein, il te reste quelques temps. J'ai senti quelques petites gouttes de pluie tout à l'heure en sortant, donc dépêche-toi de finir. Merci à Karima d'être passée au Mans pour nous voir et merci à Mathieu de ces échanges et à très bientôt à tous. Bon voyage. Merci beaucoup. Les Sartois et les Sartoises et nous avec Karima, hop, on remonte dans notre dernier TER, Karima. C'est passé comme une chanson d'amour, c'est passé tellement vite. D'abord, avant de te passer la parole. Ne commence pas à chanter. Je ne chanterai pas, mais par contre, je voulais, tant qu'on y est, rendre un grand coup de chapeau à l'équipe parce que je croyais qu'on allait avoir des galères à chaque étape, que forcément il y aurait au moins une des retransmissions qui marcherait pas, les gens qui parleraient en même temps, etc. Il n'y a pas eu un seul bug technique depuis 1h27 qu'on a commencé. Alors ça, c'est bravo à toute l'équipe. On voit le capitaine Antoine Laurent en régie, mais tous ceux qui sont avec lui, vraiment, on a la plus belle équipe de campagne. Ils sont tous et toutes géniaux. Donc bravo à vous toutes et à vous tous. Et puis, on essaye quand même d'avoir un bug pendant la dernière séquence parce que sinon, tout le monde va croire que c'était enregistré, etc. C'est pas possible qu'on fasse le premier TER virtuel et magique qui n'y ait pas un seul bug. Donc, il vous reste une seule séquence, les amis. Faut faire le bug maintenant. Et la séquence, en plus, c'est celle qu'on peut pas rater. Donc, je vais passer la parole pour 10 minutes, si elle le souhaite, ou un peu moins, à Karima Delli, la future présidente de région Hauts-de-France. Elle a fait quelque chose en Hauts-de-France. Elle est la seule à l'avoir fait pour l'instant. On y travaille en Pays de la Loire, mais c'est évidemment ce grand rassemblement des écologistes et de la gauche. C'est évidemment quelque chose qui est pas simple à faire. Vous avez vu qu'on a fait deux propositions fermes et ambitieuses. D'un côté, à l'appel porté par le PS et de l'autre côté, à l'appel porté par LFI. Bon espoir que avec LFI, les choses puissent avancer dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine. Et j'ai bon espoir, en tout cas, j'ai pas bon espoir, mais j'espère que le PS va bouger dans les prochains jours parce que nous continuons à penser que ce grand rassemblement dès le premier tour, c'est l'un de nos meilleurs atouts. Je l'ai dit hier, l'un de nos meilleurs atouts pour gagner la région face aux trois droites. La droite
qui est actuellement en responsabilité chez nous, Retailleau-Morancet, la droite la plus extrême, le Rassemblement national, qui veut expérimenter sa pseudo-écologie du Rassemblement national ici, et puis la droite LREM avec le candidat François de Rugy et sa nouvelle écologie pleine de nucléaire et d'OGM. Voilà, ce sont eux nos trois adversaires, et tous les autres sont les gens avec qui nous allons faire majorité demain, et on les invite une nouvelle fois évidemment à travailler avec nous. Et en tout cas, voilà, Karima, Madame la future présidente de région, tu l'as fait, tu l'as réussi en Hauts-de-France, donc tu as 10 minutes pour nous exposer, et je suis sûr que tous les copains dans les autres régions vont te regarder en replay aussi, comment on fait l'union, le rassemblement en 10 minutes, c'est à toi. Merci Mathieu. Comment on fait l'union de la gauche et des écologistes? Tout simplement, d'abord, il faut partir d'un constat. C'est que les Hauts-de-France, on ne voulait pas que l'histoire se répète comme en 2015. Je rappelle qu'en 2015, M. Xavier Bertrand a été élu grâce aux voix de gauche et des écologistes. Et pendant 6 ans, il n'a pas témoigné, il n'a pas reconnu notamment les électeurs de la gauche et des écologistes. Au contraire, il les a balayés en disant qu'il était le plus fort. Donc nous, on a pris un engagement très fort dès le début. L'histoire ne se répétera pas. Nous ne laisserons pas notre région dans un tête-à-tête mortifère entre la droite et l'extrême droite. C'est la raison pour laquelle, lorsque j'ai été investie par mon parti Europe Écologie Les Verts en octobre 2020, les autres partis avaient aussi des têtes de liste, Patrick Caner, Hugo Bernalicis, Fabien Roussel pour le parti communiste, donc Hugo Bernalicis pour la France Insoumise et Patrick Caner pour le Parti socialiste. La première chose, c'est que je les ai appelés. Je les ai appelés pour justement mettre en place ce que moi j'appelle le comité des partenaires. Le comité des partenaires, c'est un peu une méthode européenne. Vous savez, je suis la présidente de la commission de transport et tourisme au sein du Parlement européen. Ma mission est très simple. Vous savez, dans les textes importants, je n'ai qu'un cap, c'est véritablement de dégager de larges majorités avec des forces d'opposition qui sont encore beaucoup plus dures que ce qu'on pourrait croire, parce qu'il faut aussi prendre en compte la culture de pays qui n'est pas forcément la même que la nôtre, avec notamment des pays de l'Est, des pays de l'Ouest, des pays du Sud, etc. Mais mon but, il est assez clair. Dégager des majorités, c'est ne pas avoir des accords tièdes. Ce n'est pas avoir juste des accords de compliance. Cet accord, c'est un accord de conviction. Donc, autour de la table, nous avons mis ce qui nous rassemble, donc notamment nos convergences, mais aussi nos divergences. Et c'est à partir de là où il faut rester sans faille. Moi, je suis restée sans faille sur une chose qui est assez simple, c'est sur les valeurs. Je suis sans faille sur la négociation des valeurs et en même temps, le respect des partenaires. Il faut aussi se dire que nous sommes tous différents, nous avons tous des cultures différentes. Nous n'avons absolument pas forcément, même sur le plan européen comme sur le plan national, des convergences forcément sur tout. Mais à l'échelle d'une région, nous sommes capables d'avoir un objectif. Et l'objectif, c'est de transformer la vie des gens. Transformer la vie des gens, ça veut dire quoi? Ça veut dire de sortir justement de la dérive dans laquelle est notre région. Une droite incarnée par Xavier Bertrand, qui a été aujourd'hui marquée par un recul coupable de la transition écologique et énergétique, une casse sociale sans précédent. Je rappelle que nous avons la fermeture d'usines qui se fait régulièrement, Bridgestone, Whirlpool, Cargill, je ne vais pas toutes les faire, mais surtout un manque de vision. Il n'a pas su, justement, anticiper l'avenir. Nous avons perdu 6 ans. Et puis, ce mandat pour M. Xavier Bertrand, il s'en fout, au fait, des régionales. La vie des gens, la vie des habitantes et des habitants, ce n'est pas son problème. Lui, son obsession, c'est être candidat permanent à l'élection présidentielle. Et en face, nous avons une extrême droite, qui est une extrême droite où on ne peut rien attendre d'elle, puisqu'aujourd'hui, elle veut ancrer ses racines dans les Hauts-de-France pour s'étendre partout en France. Alors, face à cette dérive entre la droite et l'extrême droite, nous avons pris conscience que nous n'avons plus à jouer. Nous avons formé, je pense, la gauche, ce mouvement d'union, parce que je crois que nous avons aussi la
la gauche la plus intelligente du monde dans les Hauts-de-France, dans la mesure où nous sommes capables de se parler et de trouver un programme commun, mais surtout d'éviter que notre région aille à la dérive. Nous ne répétons pas le scénario de 2015, c'est la raison pour laquelle nous avons beaucoup travaillé, c'est-à-dire nous avons mis en place un programme commun qui est encore en cours, nous avons respecté le poids de chacun des partenaires, mais nous avons une conviction et une motivation, nous sommes déterminés. Alors, beaucoup me poseront la question, mais pourquoi vous, Madame Dely, vous êtes la tête de liste? Comment vous avez fait? Je crois que mes partenaires me font confiance. Ils connaissent mes compétences. Je suis la première femme présidente de la commission de transport et tourisme qui gère pas 3 milliards, pas 4 milliards comme les régions. Ce sont des centaines de milliards. Et je sais aussi négocier, mais je sais aussi les appuis, notamment de tous les leviers d'action entre l'Europe et notamment notre région. Je connais aussi une chose qui est très bien, c'est le rôle et tous les véritables leviers d'action d'une région, puisque j'ai eu la chance d'être l'assistante de Marie-Christine Blandin, puisque Marie-Christine Blandin était la première femme présidente à la tête de ce conseil régional. À l'époque, c'était le Nord-Pas-de-Calais, mais en tout cas, la première écologiste. Donc, vous voyez, on aime bien faire des premières dans les Hauts-de-France, et donc nous allons tout faire pour aller chercher la première place du podium de cette élection. Donc, vous voyez, la méthode, elle est simple. Se parler, la détermination, un objectif. Gagner pour changer la vie des gens. Voilà. Merci beaucoup, Karima. Merci pour tout ça. Ce que j'entends vraiment dans ce que tu dis là, c'est à un moment retrouver la responsabilité collective, se mettre à la hauteur des enjeux. C'est peut-être aussi... Il faut se mettre à la hauteur du défi, oui. Et puis ne pas répéter l'histoire, en fait. C'était très intéressant aussi. Vous avez été forcément marqué par ce qui s'est passé en 2015 chez vous. J'entends aussi finalement le fait que ces électeurs qui ont voté en 2015 pour Xavier Bertrand, d'une certaine façon, ont été après complètement ignorés. C'est intéressant parce qu'on peut voir, on peut se dire, mais est-ce qu'il n'a pas une image un peu plus sociale que d'autres chez les Républicains, même s'il n'y est plus, enfin on va dire dans cette mouvance-là, effectivement, mais voilà, je crois que c'est se mettre dans le sens de l'histoire, ce que vous faites aussi. Alors, est-ce que c'est simple? Non, c'est pas simple. Bien sûr, rien n'est simple. Mais se mettre dans le sens de l'histoire aussi, c'est regarder l'état des lieux des Hauts-de-France. Vous savez, nous avons une région où notre indice d'espérance, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les habitants et les habitantes des Hauts-de-France vivent 3 ans de moins que les autres habitants des autres régions. C'est un véritable scandale. Quand vous regardez les pics de pollution, lorsqu'on parle de pollution en France, le focus est quand même toujours dans les Hauts-de-France parce que rien n'a été fait. Et je ne parle pas même des problèmes d'obésité, d'illettrisme, etc. Vous voyez? Et en même temps, il y a des gens super qui veulent montrer que tous ces indicateurs qui sont au rouge aujourd'hui, on va les mettre au vert demain. Et donc, nous, on est prêts. On a hâte que ça change et on va faire tout pour justement ne pas se retrouver dans cet état-tête. Et là, il faudra demander à Xavier Bertrand, lorsqu'on sera devant lui, est-ce que lui est prêt à se désister face au Front National? Vous voyez? Parce que nous, on a pris nos responsabilités pour faire barrage à l'extrême droite. Mais lui, est-ce qu'il sera capable? Est-ce qu'il va faire barrage? Ou alors, est-ce qu'il va faire passoire? Nous verrons bien. Et alors, ta première action quand tu seras présidente de région, ou ton premier geste, ta première mesure, ta première... Est-ce que tu as déjà eu le temps de penser à ça ou... Je crois que c'est d'ouvrir les portes et les fenêtres de ce conseil régional. Et pour moi, c'est la première chose que je ferai. Nous sommes pour le climat et pour l'emploi. Nous mettrons en place la première convention citoyenne sur la transition écologique avec des gens tirés au sort et ils vont nous accompagner durant tout le mandat. C'est ça qui est important aujourd'hui. Il faut véritablement faire vivre la démocratie locale et la démocratie participative. Si le gouvernement n'entend pas la convention citoyenne, donc cette démocratie un petit peu participative, elle est aujourd'hui muselée par la démocratie représentative
que sont les assemblées, notamment l'Assemblée nationale et le Sénat. Je le C'est à confirme. nous, voilà, c'est à nous de faire revivre ces propositions concrètes, notamment de la Convention citoyenne, avec des dirigeants et des dirigeantes à la tête des régions pour reprendre ces propositions, mais avec les citoyens. Voilà. Et parfait, je trouve que ça fait une belle conclusion, de se dire ce que l'État ne fait pas sur le climat, nous le ferons à la tête des régions. Ce que l'État ne fait pas sur la solidarité, nous le ferons à la tête des régions. Ce que l'État ne fait pas sur la santé, c'est très important dans notre territoire. Vous savez, il y a 2 jours, j'étais dans l'Oise. L'Oise, c'est le département de ma région, comme l'Aisne, où il y a des déserts médicaux. Ils n'ont que 27 médecins pour 10 000 habitants. Vous voyez, ce n'est absolument rien. Si le gouvernement ne fait rien, nous n'allons pas endosser le rôle de l'État sur la compétence de la santé, mais nous allons pallier les défaillances du gouvernement par des mesures concrètes, notamment au sein de cette région des Hauts-de-France. Mais je suis sûre que tous les futurs présidents, toi Mathieu, nous serons là aussi pour créer un maillage national, pour s'échanger les bonnes pratiques, parce que c'est une équipe qui travaille ensemble. Tout à fait. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. On arrive au terme de notre pile à l'heure pile, hein, TER à l'heure pile, c'est beau. Karima, merci infiniment pour ce beau voyage avec nous. C'était sympa, Mais ça passe vite, hein, ça passe hyper vite, mais tu reviendras. En tout cas, on voulait expérimenter ce nouveau format parce que bien sûr, on va continuer comme tu le fais dans le Nord et on a échangé d'ailleurs sur le protocole que tu faisais pour tes déplacements. On va mettre en œuvre aussi à peu près le même. Mais pour nos VIP dont tu étais aujourd'hui, nous allons sans doute recommencer ce format à distance. C'est plus compliqué de faire venir des gens aujourd'hui tant qu'on est des gens d'autres régions, tant qu'on est dans ces périodes de confinement. Mais donc là, on a pu faire 5 départements, à chaque fois moins de 6 personnes dans le respect des gestes sanitaires. Et puis, on s'est baladé, on a rêvé. Bien sûr qu'on sera content de t'accueillir parce que j'avais déjà mis toutes les bouteilles de bulles au frais pour la soirée. Je t'avais déjà préparé à manger, mais j'ai tout mis au congélateur. Et en tout cas, on t'accueille bientôt. Je suis sûr que tu vas revenir vite parce qu'il y a plein de choses qui t'ont plu aujourd'hui. Mais moi, ce que je trouve dans cette initiative du train virtuel, c'est merci Mathieu Orphelin, merci à son équipe, mais de redonner la parole, mais aussi de redonner le sourire aux acteurs. On est dans une période qui n'est pas facile, la crise sanitaire, mais il y a des sourires qui arrivent, même s'il y a des masques, hein, voilà, mais on le sent. Les gens ont besoin aussi de quelque chose de positif et toute cette volonté positive, tu la portes, Mathieu, avec ton équipe. En tout cas, je suis vraiment flattée et honorée aujourd'hui d'être avec vous et je vous apporte tout mon soutien parce que oui, vous pouvez changer aussi les Pays de la Loire et montrer que l'alternative, c'est vous. Merci beaucoup, Karima. Un grand coup de chapeau à toute notre équipe. On a une équipe formidable. Bravo, l'équipe. Vraiment, là, vous avez, on me dit, il y a eu quelques images de mauvaise qualité à Nantes, peut-être figées de temps en temps à Angers, mais on s'en fiche. C'était génial. Vous avez assuré vraiment grand coup de chapeau. Vous êtes parfaits. Les candidats et candidates aussi, tous les militants qui sont avec nous. Je vais pas saluer tout le monde, mais vraiment, on se fait plaisir dans cette campagne. C'est important parce qu'il y a du fond. Ce Covid nous oblige à être aussi plus intelligents sur les actions de campagne. On l'a montré encore ce matin. Imaginez tout le temps des nouveaux trucs. On a 3 idées par jour. Mais voilà, merci à vous toutes et à vous tous. Et puis, tout ça sera disponible en replay où vous voulez. Vous pourrez vous repasser Karima Delli et sa masterclass aussi longtemps aussi souvent que vous voulez. Et puis, on va essayer de la faire, ce grand rassemblement des écologistes et de la gauche en Pays de la Loire. On va continuer à tout faire dans les prochains jours. Tout se joue dans les 3-4 prochains jours à réussir ça. À très vite tout le monde. Gros bisous à tout le monde. Et puis, à bientôt. À bientôt. Ciao Karima. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.